C'est bon. Ok. Donc, je vais commencer par présenter une première partie très biologie, et puis ensuite Marie va prendre la suite pour vous parler des questions d'éthique qu'on a soulevées dans le cadre de ce projet. Donc, comme vous le voyez sur cette diapo, on va commencer par parler de drosophile un petit peu. Euh, Ça va changer de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Alors, donc moi je suis biologiste. Je suis chercheur au CNRS, j'ai mon équipe à Sorbonne Université et je m'intéresse aux mécanismes moléculaires impliqués dans le vieillissement en étudiant le vieillissement donc chez l'organisme modèle Drosophila melanogaster, autrement connu sous le nom de mouche du vinaigre en français ou de fruit fly en anglais. Donc je vais faire vite un petit rappel sur ce qu'est le vieillissement. Donc globalement, le vieillissement, c'est un déclin physiologique des fonctions au cours du temps qui conduit à la mort. On voit ici, hop là. On voit ici une liste non exhaustive de ce qu'on appelle des marqueurs de vieillissement et qui sont des manifestations qu'on retrouve chez de nombreux organismes au cours du vieillissement, donc avec des instabilités génomiques qui peuvent conduire à des cancers, des réductions de taille des télomères, des dérégulations épigénétiques, des dérégulations de ce qu'on appelle les nutrient sensing. Ça va être tout ce qui est diabète et autres. Et donc la façon dont on perçoit le vieillissement de manière assez intuitive est illustrée ici sur cette page qui est une capture d'écran de la première page de résultats Google quand on recherche le terme vieillissement. Et donc on voit cet aspect progressif avec, j'allais dire une dégradation, je ne voudrais pas être mal pris, mais en tout cas avec une modification progressive des propriétés physiques des organismes et de ses capacités, notamment à se déplacer et autres. Donc la façon dont on étudie classiquement le vieillissement est fait en considérant donc qu'au cours de la vie d'une population, donc ici vous avez la courbe de survie d'une population de drosophiles, euh, donc avec le point de départ de l'expérimentation jusqu'à la disparition totale de la population. Et on considère en fait qu'à chaque point d'âge chronologique, donc de temps calendaire, les individus sont identiques et sont donc des réplicas biologiques. Et la façon dont on étudie le vieillissement consiste à comparer des individus pris à ces différents âges chronologiques les uns avec les autres. Ce qui donne au final cette impression d'avoir des changements continus. Ici, vous avez une quantification de marqueurs de l'inflammation donc chez la drosophile. Et donc on voit cette bande qui est de plus en plus foncée au cours du temps, qui montre donc qu'on a une augmentation de l'expression de ces marqueurs d'inflammation. Même chose si l'on regarde l'évolution de la mortalité dans une population. On décrit en tout cas une augmentation progressive et continue du risque de mortalité. Même chose pour tous les autres marqueurs de vieillissement qui ont été étudiés jusque-là, avec ici la décroissance progressive des capacités motrices chez la drosophile avec donc des mouvements spontanés. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on étudie le vieillissement en considérant tous les individus d'un âge chronologique comme étant des individus identiques. Et c'est l'approche qui a généralement été utilisée chez les organismes modèles sur on va dire les 30 dernières années. Donc je vais vous présenter ici les travaux que j'ai commencé à développer il y a une dizaine d'années sur la drosophile en me basant sur un test in vivo assez simple de mesure de la perméabilité intestinale chez cet organisme. Donc ici, sur la gauche, j'espère que vous voyez bien, je ne suis pas convaincu, mais bon, sur la gauche, vous avez une drosophile qui a consommé donc une nourriture dans laquelle on a ajouté un colorant bleu alimentaire qu'on utilise en nourriture, enfin dans l'alimentation humaine également, qui est non toxique et non absorbé par l'intestin. Et ce que j'ai pu noter au cours de mes expériences a été de voir apparaître des individus
où la coloration bleue, au lieu d'être limitée uniquement au tractus digestif, se retrouve dans la totalité de l'organisme. Donc on a appelé ce phénotype le phénotype Smurf, qui signifie Schtroumpf, de manière très très originale. Et donc cette découverte nous a permis de poser des nouvelles questions sur le vieillissement. Et notamment de réaliser qu'au lieu d'avoir des individus tous identiques à un âge chronologique donné, on peut, à n'importe quel moment dans une population, séparer deux sous-populations. L'une qui est des individus non Smurf, donc pour lesquels tout ce qu'on sait, c'est que leur probabilité de devenir Smurf va augmenter au cours du temps, et une autre sous-population d'individus Smurf, donc présentant cette perméabilité intestinale, et dont la proportion croît au cours du temps. On a observé que tous les individus passent par cette phase d'hyperperméabilité intestinale au cours du vieillissement. Donc c'est ce que vous voyez ici, où chaque ligne est un individu qui a été suivi au cours de sa vie. La ligne devient bleue lorsque l'individu devient Smurf. Et donc on voit que tous les individus entrent dans cette phase-là à un moment différent de sa vie et va survivre une durée qui lui est spécifique, mais tous les individus passent par cette phase-là. Donc ça nous a permis de proposer un nouveau modèle où, au lieu d'avoir un vieillissement qui est une grosse boîte noire expliquant la vie d'un individu du moment de sa naissance jusqu'à sa mort, on peut séparer le vieillissement en ces deux phases. Donc une première phase pendant laquelle tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que la probabilité d'entrer dans la seconde phase augmente au cours du temps, et une seconde phase pour laquelle, du coup, on a pu poser d'autres questions concernant le vieillissement. Et notamment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si l'on compare uniquement des groupes d'individus à des âges chronologiques différents, on va avoir une augmentation continue de marqueurs inflammatoires ou d'autres marqueurs du vieillissement. Si maintenant on arrive à séparer ces deux sous-catégories d'individus, on observe que, donc ici on a un de ces marqueurs d'inflammation que je vous ai montré plus tôt. On s'aperçoit sur les petites barres gris clair ici qu'il n'y a pas d'effet de l'âge chronologique sur l'augmentation de ces marqueurs inflammatoires, mais que par contre, à n'importe quel âge chronologique, le fait de passer dans cet état Smurf est associé à une augmentation importante du marqueur d'inflammation. On observe la même chose concernant la mortalité. Au lieu d'avoir cette augmentation continue et exponentielle de la mortalité au cours du temps, on réalise en fait que, quel que soit l'âge auquel on sépare un groupe d'individus Smurf du reste de la population, on a une espérance de vie de cette sous-population qui est très très réduite par rapport au reste de la population, environ 3 jours et demi. Et cette probabilité, cette espérance de vie dans cette phase 2 est assez constante, quel que soit l'âge chronologique des individus. Même chose si l'on regarde cette fois-ci l'activité spontanée des individus. Donc ici, vous avez des petites boîtes dans lesquelles on place des mouches individuelles, on les enregistre pendant 2 heures et on écrase la vidéo dans cette image. Et donc vous voyez ici des individus jeunes en phase 1 et des individus de même âge en phase 2, et ici des individus âgés en phase 1, des individus âgés en phase 2, et donc on ne voit pas de diminution de l'activité motrice spontanée des individus liée à l'âge chronologique, mais par contre, quel que soit l'âge chronologique, on voit une diminution dramatique chez les individus en phase 2. Donc là, c'est joli, c'est des résultats chez la mouche. Il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question de pourquoi parle-t-on de mouche. Donc, on a vérifié si ce phénotype, donc prédicteur de la survenue de la mort naturelle, était conservé chez d'autres organismes. Donc on l'a vérifié chez d'autres espèces de drosophiles. Ici, vous avez Drosophila melanogaster et Drosophila maravensis. Elles se ressemblent beaucoup, mais il y a à peu près 50 millions d'années d'évolution qui les séparent. On l'a validé aussi chez le nématode, qui est un autre organisme modèle pour le vieillissement. Et on l'a validé ensuite chez 2 vertébrés, donc le killifish et le zebrafish, qui sont d'autres organismes modèles, notamment en vieillissement. Donc, ceci montre que ce phénotype d'hyperperméabilité de l'intestin précédant la mort, la survenue de la mort chez les individus, est conservé évolutivement. Et donc, nous avons ensuite décidé de poser la question de ce qu'il en était concernant les humains. Donc, ce qui est intéressant, c'est que très récemment, dans une unité de soins intensifs de l'hôpital de UCLA, des médecins ont décidé d'appliquer le test Smurf chez les individus sceptiques.
Et ont pu montrer en fait que 2 heures après l'ingestion de ce même colorant bleu, les individus donc en sepsis montrent effectivement une augmentation significative de leur perméabilité intestinale comparée à les individus contrôle. Et ceci fait écho en fait à une étude un peu plus vieille qui date de 92. Cette fois-ci, c'était avec une mesure d'absorbance lactulose-mannitol, je crois, qui montre que pour toutes les personnes qui ont été, donc sur la gauche, les patients euh, euh, pris en charge en unité de soins intensifs, euh, quelle que soit leur pathologie et qui sont décédés ensuite, leur mesure de perméabilité intestinale était significativement supérieure à celle d'individus contrôle, c'est-à-dire qui sont tout simplement sortis normalement de l'hôpital. Donc, en gros, nous avons ce modèle de vieillissement en 2 phases avec un marqueur prédicteur du survenu de la mort qui est cette mesure de perméabilité intestinale. Et si on s'amuse à plotter, donc ici vous avez sur ce graphique une échelle log-log pour étendre un petit peu le, la gamme des valeurs. Mais si on met donc ici en abscisse la durée de cette phase de survie avec la perméabilité intestinale en fonction de l'espérance de vie des organismes, donc ça, c'est pour les 3 premiers organismes que je vous ai montrés. On voit cet alignement un peu simple, mais bon, on a 3 points, donc c'est relativement facile à faire. Si on rajoute les données souris, on voit qu'on continue à avoir cette relation linéaire. Et si on projette un petit peu et qu'on extrapole linéairement sur les espérances de vie humaines, donc ici j'ai pris 85 ans, on s'aperçoit que un équivalent de durée de cette phase Smurf chez l'humain serait une durée d'environ 7 ans et demi. Ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 2014, il commence à y avoir pléthore de papiers s'intéressant à la prédiction de survenue de la mort chez les êtres humains, donc sans avoir réellement d'explication sur les bases moléculaires, mais en tout cas une approche corrélative, donc soit par la mesure de métabolites circulants, avec cette étude regroupant 17 000 personnes, montrant qu'un ensemble de 4 marqueurs circulants sanguins permettent de prédire la survenue de la mort à 5 ans chez l'humain. Cette étude aussi qui est assez récente, donc cette fois-ci qui quantifie des marqueurs de l'inflammation. Et ici, donc c'est, vous ne voyez rien du tout, mais c'est un graphe j'avais fait dans une revue récente où j'ai essayé d'intégrer à peu près tous les marqueurs prédictifs de la survenue de la mort que l'on connaît. Et vous avez des marqueurs assez marrants comme la vitesse de marche des individus, donc ce qui rappelle un petit peu les données qu'on a chez la drosophile, la vitesse de levée de chaise, la force de grippe, la manifestation d'anosmie, et qui prédisent donc avec un hazard ratio de plus de 3 la probabilité de mort des individus dans une phase de 5 à 7 ans. Donc, en perspective, je vous ai mis une slide blanche parce que c'était plus sympa comme ça, on se remette un petit peu ensemble. Donc l'idée, c'est qu'en partant de ce travail chez la drosophile, on a réussi à étendre à d'autres organismes modèles cette notion d'un vieillissement en 2 phases et la possibilité de prédire, d'une part, la survenue de la mort naturelle des individus, mais aussi d'analyser sur le plan moléculaire ce qui conduit à l'ensemble de ces phénotypes. Et donc la question qui est venue ensuite a été, au regard de la littérature existante, s'il est possible de prédire la survenue de la mort chez l'être humain à échéance de plusieurs années, quelles seraient les implications éthiques liées à cette capacité. Et donc maintenant, c'est Marie qui va vous parler de la suite de ce travail pour lequel nous avons passé quelques temps ensemble à discuter philosophie et éthique. Ça, c'est le pointeur, c'est ça? Dans le sens.
Bonjour à tous et merci à la plateforme interdisciplinaire de recherche sur la fin de vie de cette invitation et aussi de rendre possible des échanges sur une recherche commune en train de se faire. Voilà. Alors, je suis philosophe et je voudrais peut-être de manière un peu anecdotique, mais pas tant que ça, avant d'entrer dans la suite du propos, simplement relater comment la collaboration s'est nouée, puisqu'on est dans une session dédiée à l'interdisciplinarité. Donc, Michael est venu donc préoccupé effectivement des enjeux éthiques liés à sa recherche, toqué à la porte de Sphère un jour, le labo dans lequel je travaille, m'a expliqué ce qu'il vient voilà, de vous présenter. J'avais moi-même un intérêt très direct pour les questions de fin de vie, mais surtout en fait en ayant travaillé en lien avec des équipes cliniques, jamais des équipes de recherche en biologie. Et précédemment, donc, je m'étais intéressée aux arguments éthiques qui sont mobilisés au chevet du patient ou dans les débats parlementaires et juridiques dans les lois qui ont été votées sur la fin de vie et l'accompagnement de la fin de vie en France dans les années précédentes, sans du tout donc envisager cet aspect de prédiction. Donc on s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 ans, je pense maintenant, et 3 déjà, voilà. On a demandé à notre université de financer des rencontres pour pouvoir apprendre à parler un langage commun, partager les éléments de connaissance qu'on avait. On l'a fait au cours de 2 journées d'études en invitant des médecins, notamment des réanimateurs, des philosophes spécialistes de la question de la définition de la mort ou des questionnements éthiques liés à la fin de vie. Des philosophes et on a cheminé de cette manière. On a aussi mobilisé des psychologues, notamment des psychologues cliniciens qui travaillent sur la fin de vie à l'adolescence pour des adolescents et des enfants qui sont confrontés à des annonces de cancer. Et enfin, on a essayé, parce que c'est un point dont on parlerait, enfin moi dont je ne vais pas tellement vous parler aujourd'hui, mais qui est quand même dans l'horizon de nos questionnements, on a essayé de mobiliser des compétences autour de l'assurance vie, de tout ce qui tourne autour du calcul, effectivement, des risques associés à la mort. On n'y est pas vraiment parvenu, mais grâce à Michael, on a quand même réussi à mobiliser une personne, Sarah Kakai, qui est spécialiste de mathématiques et qui pouvait quand même nous amener un petit peu dans cette direction-là, et aussi Nicolas Todd, qui est démographe, oui c'est ça, épidémiologiste, voilà, et qui nous a permis de mieux situer notre questionnement en population générale et à réfléchir aussi à la notion de fragilité dans les modèles qui sont aujourd'hui qui nous permettent d'appréhender donc en population générale la question de la mortalité, de l'espérance de vie, voilà. Alors c'est un groupe qui a fonctionné pendant 2 ans. On en est à une étape où on a rédigé ensemble un papier qu'on est en train de soumettre à publication. Donc c'est vraiment des choses qui sont en cours de route. Et ce que je voudrais simplement vous présenter aussi aujourd'hui, c'est donc ce que j'ai appelé une variation philosophique, parce qu'il y aurait aussi une variation psychopathologique, il y aurait sans doute une variation démographique, une variation mathématique sur les modèles qui sont utilisés. Voilà. Et alors pourquoi moi j'ai vraiment été embarquée en fait par le questionnement de Michael. Bien parce que l'idée de prédiction de survenue de la mort, je ne l'avais jamais rencontrée, tout simplement, dans les interactions que j'avais eues avec des cliniciens. Et elle m'est d'emblée apparue, à travers ce que m'en disait Michael, à la fois comme un enjeu de connaissance, bon, ce qui vous a très bien présenté là à l'instant, et puis aussi un enjeu éthique. Et ça introduisait un questionnement nouveau. Et en fait, ma présentation, elle va effectivement être essentiellement centrée sur cette nouveauté-là par rapport à des questionnements qui sont instruits en histoire et philosophie des sciences de manière assez nourrie et déjà classique. D'une part, qu'est-ce que la mort, avec la question de la définition de la mort, qui n'engage bien sûr pas que des philosophes. Et puis, d'autre part, une question qui nous est souvent posée sur le plan éthique: quel sens donner à la fin de vie, à la fois en tant que personne, en tant qu'individu, et en tant que collectif, que société. Alors,
Donc dans la démarche, effectivement, que j'ai adoptée dans cette collaboration avec Michael, il y avait à la fois ce souci d'interdisciplinarité avec une science en train de se faire, le fait de positionner et d'essayer d'élaborer une analyse conceptuelle et normative que j'essaye pour ma part toujours de réinscrire dans un contexte socio-historique, scientifique et clinique, politique et culturel, sans jamais nécessairement rechercher une réponse définitive, transhistorique sur ces questions de qu'est-ce que la mort et quel sens donner à la fin de vie en tant qu'individu et en tant que société. Dans le cadre de cette démarche, en fait, ce qui apparaît tout à fait remarquable, et ne serait-ce que si on s'en tient au contexte français pour la discussion éthique, c'est que on peut observer dans les 50 dernières années une évolution remarquable de l'état de la discussion éthique sur la fin de vie et sur son accompagnement. D'autre part, parallèlement, et pas toujours de façon si connectée que ça, une discussion scientifique, clinique et juridique inachevée sur la définition de la mort et de ses critères. J'ai simplement cité dans cette diapo qu'effectivement, en 1968, comme vous le savez sans doute, Harvard Medical School avait proposé une définition du coma irréversible et avait suggéré d'en faire un critère aussi en lien avec des besoins cliniques, et que c'est une question finalement qui n'a jamais été, qui n'a jamais arrêté d'être débattue. Et dans le tout dernier numéro de Theoretical Medicine and Bioethics, un dossier entier est consacré à la mort cérébrale, qui remet en chantier en fait cette définition. Alors voilà, donc on a ces deux discussions, je dirais, à la fois épistémologiques, cliniques et éthiques, qui se développent parallèlement. Ce que j'avais trouvé tout à fait, le premier point qui avait retenu mon attention, c'est que la question de la prédiction de la mort, elle invite à conjoindre les deux volets du questionnement, et il me semble qu'elle suscite une réflexion renouvelée sur le rapport à la mort, qui exige de distinguer conscience de sa mortalité, anticipation de la mort et prédiction de la mort. Donc c'est un petit peu ce que je vais essayer de développer. Et d'ailleurs, comment je fais pour passer avec cette chose ? Magnifique. Donc de développer ici. Donc je vais d'abord présenter rapidement en quoi on pourrait penser qu'en philosophie, on a tous les outils pour aborder cette question, et que finalement la question de la fin de vie, de la définition de la mort, c'est une question familière en philosophie. Ensuite, je ferai un petit point sur la fin de vie des personnes comme objet d'un questionnement moral collectif, et je développerai enfin cette question-là de la spécificité de l'idée de prédiction de la mort et ce qu'elle nous invite à penser à propos de la fin de vie. Alors, en philosophie, de manière générale, effectivement, on a beaucoup d'éléments qui pourraient nous faire considérer qu'on a les outils de réflexion, les cadres théoriques pour appréhender la question de la fin de vie. En philosophie politique, on a toute une réflexion sur les vies qui comptent moins que d'autres, des vies anonymes, des vies qu'on ne pleure pas. On a un personnage fondateur, Socrate, qui a préféré accepter la condamnation à mort plutôt que la fuite et la trahison des exigences propres à la conception qu'il se faisait de la vie, et qui nous a légué quelque chose qui, en philosophie morale, est encore extrêmement prégnant, à savoir l'idée qu'une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue, et qu'un philosophe anglais, Bernard Williams, en 1985, a repris comme formule pour justement aussi instruire la question du rapport à sa propre mort en tant qu'individu et à sa fin de vie. Alors, je balaye des choses très rapidement, et j'en suis un petit peu désolée, mais voilà, je voudrais rappeler certains éléments du cadre dans lequel on peut aborder les questions posées par la recherche de Michael Herrera et d'autres aujourd'hui. On a tout un pan de réflexion sur la légitimité morale du suicide, qui fait que, quelles que soient les positions qu'on peut adopter à l'égard de la fin de vie, en tout cas l'idée qu'on peut préférer mourir, au-delà de la figure de Socrate, est une idée qui est présente en philosophie, qui a été argumentée, qui a été travaillée. Je pense notamment à Sénèque sur le suicide rationnel, qui a aussi été condamné, par exemple par Kant. Et puis, il y a toute une réflexion sur la condition humaine de mortalité, qui est un peu la première réponse que j'ai
opposé, en tout cas, ou en tout cas énoncé à Michael. Bah oui, mais les êtres humains, effectivement, ont conscience de leurs conditions de mortels, et c'est d'ailleurs ce qui a généré un grand nombre de réflexions philosophiques, au point que quelqu'un comme Schopenhauer, au XIXe siècle, dira que sans cette question-là, la philosophie ne se serait pas développée. Alors, de manière très schématique, par rapport à cette question de la conscience de la mortalité, il y a plusieurs lignes philosophiques fortes qui se sont développées. Une qui va associer la philosophie à un geste d'apprentissage à mourir, avec cette idée qui a été développée dans les essais de Montaigne, et une formule célèbre, hein, donc que philosopher, c'est apprendre à mourir, mais surtout chez Montaigne, l'idée que dès qu'on est en vie, en fait, on est en rapport avec sa propre mort. Hein. Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie, dit-il dans la première partie des essais, au chapitre 20. Et ce questionnement, effectivement, pour lui, est totalement inhérent à l'existence humaine. Il en fait une dimension vraiment prégnante de cette existence. Même si tout le monde n'est pas effectivement, enfin parmi les philosophes en tout cas, d'accord avec cette représentation des choses et notamment du rôle que la philosophie peut jouer par rapport à ce point, en tout cas, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de réfléchir à notre condition de mortel. Mais ce dont petit à petit, effectivement, j'ai pris conscience en discutant avec Michael, c'est que toute cette réflexion sur la condition de mortel, elle ne permet pas vraiment d'appréhender ce que pourrait signifier l'idée de prédiction de survenue de la mort, et qu'il nous faut travailler en direction d'autres outils et essayer de comprendre ce qu'elle a de spécifique. Alors, je vais passer rapidement sur cette diapositive parce qu'elle n'est pas... voilà, mais simplement, je voulais rappeler l'arrière-plan aussi collectif de notre réflexion. La fin de vie, notre conscience d'être mortel n'est pas du tout seulement une question que l'on se pose à titre d'individu dans le fort intime. C'est aussi une question qui est collective. Et je pense que cette dimension collective, ce n'est pas un trait secondaire du questionnement, c'est quelque chose qui est vraiment constitutif aussi de la réflexion. On le sait aujourd'hui en France, c'est une problématique sociale, juridique et politique majeure. Et vous avez sur cette estrade quelqu'un qui a beaucoup contribué à mettre en avant cette problématique dans un avis du CCNE en mai 2018. Et il y a des données démographiques qui montrent à quel point, et socio-économiques, sur les institutions dans lesquelles les personnes meurent aujourd'hui, qui montrent à quel point cette question est prégnante. Et je pense aussi notamment à une étude de l'INED qui avait permis, à travers des questionnaires adressés à des généralistes, de recueillir les souhaits d'un certain nombre de citoyennes et citoyens en France sur la manière dont ils souhaitaient mourir. Voilà. Mais encore une fois, effectivement, dans ce cadre collectif, nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent d'appréhender ce que pourrait signifier cette question de la prédiction. Aujourd'hui, on a en France en tout cas un relatif accord sur l'idée qu'il faut accompagner les gens en fin de vie, même si en réalité tout le monde ne s'entend pas sur ce que signifie cet accompagnement. Et on a aussi un relatif accord sur le fait qu'il faut en débattre publiquement, en discuter de façon collégiale, et ce, depuis le niveau de la clinique jusqu'au niveau social. Mais encore une fois, cette question de la prédiction, elle n'est pas instruite. Et d'une certaine manière, on ne va pas s'en étonner dans la mesure où on a là affaire à une recherche qui est en train de se développer. Mais même si la recherche n'a pas été encore conduite, sauf dans certaines unités cliniques, jusqu'aux êtres humains, il nous semble, à Michael et à moi, tout à fait important de s'emparer de cette question et aussi de la discuter collectivement, non pas au titre d'une sorte de science-fiction, voilà, qui nous permettrait, en tirant d'un certain nombre de raisonnements à la limite, en fait, de dégager des enjeux éthiques, mais comme un enjeu qui risque effectivement de se poser très concrètement dans une temporalité relativement restreinte et d'avoir des effets non seulement, ou des implications possibles non seulement en clinique, mais aussi à l'échelle sociale, donc pour les politiques de santé et pour le monde des assurances. Alors, cet enjeu de la prédiction de la mort, je pense qu'on est encore loin d'en avoir tracé tous les linéaments, mais un premier point qu'on peut souligner, c'est que par rapport à tous ces développements sur la conscience de la mortalité, pour les êtres humains, c'est que chacun sait qu'il est mortel, mais un point très important, c'est qu'il ignore quand et comment il va mourir.
Et la plupart des portraits et voilà, qui sont tracés de ses réflexions et de ses méditations sur sa propre mort s'inscrivent, que ce soit dans la littérature, la philosophie ou la psychologie, dans un horizon ouvert. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et pour Nietzsche, par exemple, cette ignorance et cet avenir ouvert, en fait, malgré la conscience de sa propre mortalité, est même un des traits caractéristiques de l'anthropologie humaine. Donc, on a à la fois cette conscience, mais qui est entourée ou accompagnée d'une ignorance. Un autre point dont on a discuté de façon collective pour essayer donc d'identifier ce qui serait spécifique à cette question de la prédiction, c'est est-ce que ce serait la même chose que l'anticipation de la mort ? Alors l'anticipation de la mort, on peut en avoir et en appréhender une expérience, enfin des éléments, soit à travers des circonstances, des récits de circonstances exceptionnelles, le récit d'un condamné à mort, par exemple, le texte de Victor Hugo, d'autres, des témoignages de personnes qui vont se suicider de façon délibérée. Et en dehors de ces circonstances exceptionnelles, et pour revenir à un champ clinique, cette question de l'anticipation de la mort, elle devient, appréhendable dans les unités de soins qui s'occupent de personnes qui sont en fin de vie au sens médical du terme. Aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés, on a une documentation clinique, sociologique, anthropologique et éthique depuis au moins la fin des années 1960 sur cette question de patients ou de familles de patients qui commencent de façon ouverte, en discutant avec les équipes de soins, à discuter de la fin de vie de la personne malade. Voilà, même il faut aussi évidemment penser à la législation qui existe aujourd'hui dans plusieurs pays sur ce qu'on appelle les directives anticipées et qui montrent qu'à un niveau collectif, il y a eu effectivement un certain nombre de mesures qui ont été prises pour ouvrir un espace où les personnes pouvaient formuler des souhaits sur une mort à venir, donc qu'elles anticipaient et qu'elles réfléchissaient. Et en dehors de ce cadre juridique, il faut aussi noter, notamment développé dans des services d'oncologie, ce que Catherine Bullock appelle les discussions anticipées, à savoir un certain nombre d'éléments dans la vie des services qui peuvent se matérialiser à travers des petits dépliants ou qui sont proposés aux patients avec des questions, des items qu'ils peuvent vouloir aborder ou pas avec les équipes de soins, mais qui montrent à ces patients que s'ils veulent discuter avec les équipes, c'est possible, et donc d'aborder le sujet de sa propre mort. Mais il nous a semblé dans le travail collectif que l'anticipation n'était pas pour autant la même chose que la prédiction, et qu'avec la prédiction, on est dans un autre ordre d'idées. Alors, un autre ordre d'idées qu'on a essayé d'appréhender en fait par analogie. Tout dernièrement, j'en parlerai très peu, mais les travaux de Todd Meyers dans le champ de la maladie chronique ont permis de recueillir des témoignages sur la maladie chronique appréhendée par les personnes malades comme un long processus de mort à venir. Mais surtout, ce qui nous a occupé dans la discussion collective sur ces 3 dernières années, donc, c'est l'analogie possible avec les effets induits par des tests génétiques effectués dans les stades présymptomatiques d'une maladie. Et je pense notamment à on pensait notamment, parce que c'est là qu'il y a le plus de travaux aussi, sur la maladie de Huntington, où on voit, à travers donc des études cliniques ou socio-anthropologiques, qu'un certain nombre de personnes qui souhaitent s'engager dans des tests, ou en tout cas témoignent vouloir s'engager dans des tests, ne vont pas au bout du parcours, en fait, s'y engagent, mais ne vont pas au bout du parcours. Et ça, on a des enquêtes qui ont été faites en Angleterre, en France, sur ces éléments, sur ces parcours-là. Et puis aussi, quelque chose de très prégnant dans le discours de ces personnes qui vont jusqu'au bout du parcours, c'est le témoignage d'une vie qui se referme sur elle-même et qui est désormais dépourvue d'un avenir ouvert. Et donc, ce qui nous a paru tout à fait important à mettre en avant pour le stade présent de notre réflexion, c'est que cette analogie, elle nous invite à penser les enjeux éthiques donc d'une prédiction qui ferait que la vie, en tout cas potentiellement, se refermerait sur elle-même, serait dépourvue d'un avenir ouvert. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut éthiquement
voilà, accepter, qu'il faut au contraire mettre de côté, mais voilà, au plus près de ce que serait cette prédiction de survenue de la mort, il nous semble qu'on a ici une situation liée à ces tests génétiques qui nous permet de l'appréhender. Voilà, alors ce que je voudrais dire pour conclure et ouvrir la discussion, c'est que je pense que en tout cas notre société est relativement mûre pour accepter l'idée que questionner le sens de la fin de vie, c'est une dimension consubstantielle de l'existence humaine, non seulement dans le rapport intime à soi-même, mais aussi dans la vie sociale. Qu'aujourd'hui, les discussions sont extrêmement vives sur l'espace d'action et de réflexion pour les soins palliatifs, mais je pense qu'il faut aussi ouvrir une réflexion sur la clinique et aussi les choix collectifs dans la perspective où les résultats de la biologie du vieillissement mettraient et voilà, sur le devant de la scène, d'une certaine manière, des marqueurs de survenue prédictible de la mort chez les êtres humains. Voilà, je vais m'arrêter là. Bien. J'écoutais avec inquiétude le passage de la drosophile à la question de la prédiction de la mort. Mais merci pour ce grand écart, mais dont on comprend aisément qu'il s'oppose aux différents aspects de la recherche que vous avez proposée. Y a-t-il des questions? Oui. Merci, merci pour ce double exposé, effectivement, qui est plus un arc-en-ciel qu'un grand écart. Alors, Michael, je voudrais te poser une question. Alors, évidemment, je connais bien tes travaux, parce que nos bureaux sont séparés d'à peu près 2,50 m, donc c'est pas difficile. Mais d'abord, ce que tu as trouvé, c'est un marqueur phénotypique d'un état, qui est, dans ce cas-là, la perméabilité intestinale. Et évidemment, en normalisant les durées de vie, on trouve que c'est 7 ans et demi chez l'homme, mais d'une certaine... Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais ce qui veut dire à la fois que ce n'est pas un marqueur d'agonie ou de pré-agonie, c'est quand même plus avant. On pourrait penser à la fragilité des cliniciens. Mais tu fais l'impasse de la variabilité interindividuelle quand même en normalisant. Premier point. Deuxième point, c'est un marqueur phénotypique. Mais finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers quelque chose qui est plus global, c'est-à-dire la recherche de... Je vais rentrer dans des chemins de signature clinico-biologique ou épigénétique qui caractériseraient mieux cet état que la simple perméabilité intestinale. Donc ça, c'est les deux questions pour Michael. Et une question pour les philosophes. Et peut-être aussi pour Michael, parce que je ne suis pas persuadé que ce terme prédiction de la mort soit le plus approprié. Parce que moi, je peux prédire, sauf à être un transhumaniste fou, ce qui est une tautologie, que Michael va mourir. Je ne sais pas quand, mais il va mourir. Donc la prédiction de la mort, elle est quand même, dans des sociétés actuelles, de la mort sous forme charnelle et de l'être vivant tel qu'il est considéré, elle est établie. Bien sûr, plus on avance en âge, plus on ressent, et moi-même je le ressens, que la borne est proche, mais il ne semble pas que la prédiction change. Donc je ne sais pas si le mot est un bon mot, la prédiction de la mort. Et pour les philosophes, il y a quand même aussi maintenant des gens... Alors c'est quelque chose qui a traversé toute l'histoire de l'humanité, le double rêve de l'éternelle jeunesse et de l'immortalité, mais qui est repris par un mouvement pernicieux, qui est le mouvement transhumaniste, justement, qui devrait aussi interpeller les philosophes, parce que... alors, il ne parle pas d'immortalité, il parle d'amortalité. Et je pense que ça serait intéressant, s'il y a des signes biologiques chez tous les êtres humains de la mort, que ça serait un élément supplémentaire pour lutter contre cette imposture. Enfin, j'emploie le mot parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'imposture du transhumanisme », donc je n'ai pas d'inhibition à le dire. Je prends la première partie, Marie. Je vais répondre à la 1 et à la 3 en même temps déjà. Cette normalisation, c'est une normalisation qui est faite sur la médiane des valeurs observées. Donc, tout comme je considère que
La valeur médiane de l'espérance de vie humaine sera ici dans ce graphe 85 ans. Je dis que la médiane d'un Smurf humain serait 7 ans et demi. C'est vraiment une valeur statistique. Après, ça ne donne pas d'informations justement sur la distribution autour de cette médiane. Et ce qu'on a à partir des données qu'on a produites chez de la drosophile jusqu'à la souris maintenant, c'est que la mortalité de ces individus dans cette seconde phase de vie suit une loi exponentielle. Donc on a une valeur du T50 qui est assez constante, mais on a des individus qui vont vivre très très peu de temps et une partie infime qui va vivre beaucoup plus longtemps. Donc il y a un gros bruit sur l'estimation. Ce qui conduit ensuite à la question 3 qui était sur le fait qu'on peut prédire déjà que je vais mourir à un moment. Donc c'est pareil, effectivement, on peut le prédire et on le fait actuellement quand on va souscrire un emprunt à la banque ou une assurance vie ou quoi que ce soit. On a des tables de mortalité qui sont établies à l'échelle de la population et qui vont dire que si on a un âge X, on a forcément plus de chances d'être mort dans les 10 ans qui viennent que si on avait un âge X divisé par 2. Mais encore une fois, c'est ici des estimateurs qui sont établis au niveau d'une population, qui prennent encore moins la variabilité interindividuelle. Et donc là, ce qu'on apporte ici avec ces travaux-là, en tout cas sur nos organismes modèles, c'est une précision plus grande sur la capacité à prédire l'augmentation du risque de survenue de la mort naturelle. Ça a l'air un peu alambiqué comme ça, mais c'est un peu... Parce qu'évidemment, tu fais aussi l'impasse. Enfin, on peut considérer que ce deuxième état est un état qui favorise les maladies liées à l'âge, mais tu fais quand même l'impasse d'un certain nombre de maladies. Si quelqu'un a un cancer du poumon à petites cellules, par exemple, on peut dire que son espérance de vie étant de 2%. En fait, il y a deux façons de voir cette chose-là. Les données qui ont été obtenues en unité de soins intensifs montrent que cette augmentation de perméabilité intestinale prédit la survenue de la mort, toutes causes confondues, donc avec et sans pathologie et différents types de pathologies. La façon dont je le vois, moi, sur le côté purement théorique, c'est que si on a réellement chez l'humain une phase qui dure 7 ans et demi, ça peut très bien être une phase durant laquelle on va avoir plus de chances d'avoir l'apparition de certaines maladies chroniques. Là, ce qu'on voit, par exemple, chez nos organismes modèles, c'est que ces individus qui sont dans cette phase 2 accumulent tout un tas de marqueurs de vieillissement qui sont normalement observés uniquement chez des individus très très âgés. Donc il y a une très grande possibilité que justement ces marqueurs-là puissent permettre aussi de prédire l'augmentation de l'incidence de certaines pathologies chroniques chez les individus. Ensuite, il y avait juste la question 2 sur la question de la perméabilité intestinale. Donc la perméabilité intestinale, là, c'est un marqueur phénotypique qui est facile à utiliser. Donc c'est ça qu'on utilise actuellement parce que c'est pas cher, ce qui est important dans le contexte actuel de financement de la recherche, surtout de la recherche fondamentale, surtout quand on dit qu'on étudie le vieillissement chez la drosophile. Il est facile à mettre en œuvre chez de multiples organismes. Et on peut le faire in vivo, donc on n'a pas besoin de sacrifier les organismes sur lesquels on fait la mesure. Ce qui est plutôt pratique pour faire des suivis longitudinaux et suivre l'évolution de paramètres métaboliques ou biologiques chez un même individu tout au long de sa vie. Mais effectivement, ce qu'on essaie de mettre en place actuellement, c'est d'identifier des marqueurs moléculaires plus précoces qui caractériseraient cette phase de fin de vie autrement que par cette perméabilité intestinale. Marie. Oui, merci pour la question de sémantique qui, effectivement, je pense, est tout à fait fondamentale. Alors,
néanmoins, au jour d'aujourd'hui, alors d'abord, le premier point, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec Michael, j'allais pas commencer à discutailler sur les termes qu'il employait. Je suis obligée de rentrer dans la manière dont il raisonne, les termes qu'il emploie, etc., pour pouvoir collaborer avec lui. Donc, je n'ai pas remis en cause l'usage du terme de prédiction. Je pense quand même, et c'est voilà, un des éléments qu'on a essayé de mettre en évidence, effectivement, c'est que oui, on sait qu'on va mourir, mais ce n'est pas la même chose que la prédiction qu'il est en train de, voilà, de mettre en évidence dans ses recherches. Alors, est-ce que ce terme devrait ensuite être reconduit au-delà de la sphère de la recherche en biologie du vieillissement? Pour moi, c'est bien l'enjeu, et c'est là que votre question de sémantique, pour moi, elle acquiert toute son importance et toute sa légitimité, et que la réponse n'est pas évidente. Alors, j'avais eu la chance de faire 3 entretiens exploratoires, en fait, avec des médecins de spécialités tout à fait différentes, 2 en réanimation et un néphrologue. Alors, en clinique, déjà, effectivement, ces entretiens ne constituent absolument pas un terrain probant, etc., mais ils avaient déjà soulevé un certain nombre de questions sur le fait que dans la relation au patient, c'est pas nécessairement quelque chose qui mettrait, c'est même pas du tout quelque chose qui mettrait en avant comme tel. C'est-à-dire que ça peut rentrer dans les éléments de réflexion pour prendre une décision au sujet d'un patient, mais eux-mêmes auraient se montré très réticents à l'idée d'expliciter, en employant ce terme, directement à l'égard des patients qu'ils ils pourraient se fonder sur des éléments liés à la prédiction de survenue de la mort naturelle. Donc il y a effectivement une réflexion à mener, et ça fait partie un peu du programme de travail qu'on pourrait se donner, hein, de savoir si on peut continuer à travailler avec cette terminologie au-delà de l'espace de la recherche. Bon, ceci dit, c'est un terme qui traverse aussi les frontières professionnelles, qui parle aux assurances, qui parle aux personnes qui font les politiques de santé. Donc, c'est un terme qui peut faire pont pour discuter de quelque chose, et de discuter de quelque chose qui est très spécifique malgré tout, hein, par rapport à cette anticipation de la mort et par rapport à la conscience qu'on a tous d'être mortels. Donc c'est un terme qui a quand même, à mon avis, un certain usage. Aujourd'hui, c'est comme ça que je l'envisage. Je ne dis pas que je le ferai plus tard, mais en tout cas, il mérite d'être enquêté dans ces différents espaces professionnels, en premier lieu celui de la clinique, pour savoir comment les équipes médicales peuvent ou pas s'en emparer. Bonjour, merci pour ces 2 présentations. J'ai une question que Marie-Gaye n'a pas trop soulevée dans sa présentation. Est-ce qu'il n'y a pas, admettons qu'on parvienne à créer comme ça des séquences de temps, on parvient à une prédiction très précise du moment où les gens vont mourir. Donc, j'ai bien compris, notre collègue a une incertitude sur est-ce qu'on peut prédire un événement certain, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que ce que Michael essaie de faire, c'est surtout de prédire le timing de cet événement, plutôt que la survenue de l'événement en tant que tel. Admettons qu'on puisse le faire, ce qui n'est pas gagné. Admettons qu'on puisse le faire. Est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, un espace de recherche qualitative, compréhensive, pour savoir ce que les gens veulent faire de ce temps qu'ils ont à vivre? Parce que la mouche drosophile, a priori, ça nous serait un peu inaccessible. Mais chez les patients, ça ouvrira un nouvel espace de questions qui est, à partir du moment où on connaît le temps qu'il nous reste à vivre et à investir, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce que les gens veulent en faire de ce temps-là? Je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a 2 aspects en fait à prendre en compte. C'est que je pense que sur le plan de la santé publique, déjà d'une, ça permet d'essayer de comprendre les mécanismes d'augmentation de l'incidence de toutes ces maladies liées à l'âge, savoir si elles sont davantage prédictibles que ce qu'elles ne sont actuellement, de savoir s'il y a des solutions pour les prévenir ou si c'est quelque chose qui est, une fois que c'est engagé, il n'y a plus grand-chose à faire à part attendre et accompagner la chose. Et également pour les individus qui auraient une telle connaissance, de savoir comment vivre avec cette connaissance. Après, avec juste des discussions purement informelles, j'arrive à voir qu'en fonction des catégories d'âge auxquelles on pose la question de savoir si les personnes seraient intéressées par savoir leur temps restant de vie, généralement, on a une courbe en cloche avec des jeunes qui sont très intéressés parce que de toute façon, ça semble très, très, très loin.
des gens autour de leur midlife qui préfèrent ne pas savoir, et des gens très très âgés qui préféreraient savoir, parce que ça leur permettrait de préparer l'après et tout ça. Donc je pense qu'il y a clairement des questions intéressantes à poser là-dessus. Je rebondirai brièvement parce que si on répond chaque fois en duo, on va excéder le temps. Mais alors, d'abord, effectivement, il faut instruire une recherche sur ce sujet. Enfin, évidemment, on en est fermement convaincu. On avait déposé un projet ANR, enfin, Mickaël avait déposé un projet ANR qui n'a pas été sélectionné, qui nous aurait donné un peu plus de cadre pour commencer une recherche un peu sérieuse sur ce sujet. Après, c'est pas facile de monter un... alors je ne sais même pas si c'est un terrain qu'il faudrait monter, avec qui, avec quoi, etc. Voilà, il faut imaginer, en fait, mais je suis complètement d'accord, enfin, un espace d'enquête qui n'est pas évident, surtout que justement, il s'agit d'un prédicteur de survenue de la mort naturelle en population générale. On n'a pas nécessairement affaire à une population de malades hospitalisés. Voilà. Ça, donc c'est un point de difficulté, mais qui ne doit pas nous arrêter. Hein. Et après, moi, je trouve qu'effectivement, votre question, elle est complètement centrale, parce que l'imaginaire occidental, en tout cas, dans toute la littérature qu'on a pu brasser, et aussi l'appareil de psychologie clinique qui a publié donc un certain nombre de travaux quand même sur la base d'entretiens avec des patients, nous renvoie à l'idée d'un être humain qui ne veut surtout pas savoir. En fait, tous les travaux de cliniques donc psychologiques qui ont été inaugurés, notamment dans le siège de Ginette Rimbaud sur les enfants et le deuil et le rapport au deuil, vont dans cette direction. Il y a tous les ouvrages de réflexion d'Elias Canetti aussi en littérature et dans ses essais. Il a écrit un livre qui a été republié l'année dernière en français qui s'appelle Le livre contre la mort, et une pièce de théâtre qui était très parlante à cet égard et qui mettait en scène des êtres humains qui porter voilà, un petit collier autour de leur cou avec la date de leur mort dans le médaillon. Et toute la pièce de théâtre raconte en fait la protestation d'un être qui va voilà, faire exploser le système social bâti sur cette prédiction, mais donc qui est encore une forme de protestation en fait contre cet état des choses. Or, moi je pense qu'il faut poser la question. C'est pas certain en fait que anthropologiquement on ne soit que dans le rejet de cette possibilité. Et qu'on est peut-être, voilà, qu'il y a effectivement des âges de la vie, des stades, etc., qui font qu'on peut se poser les choses différemment. Voilà. Ce sera intéressant d'associer cette réflexion à comment on peut vivre avec ou sans espoir, et avec ou sans espérance, ce qui n'est pas la même chose. Oui, j'aurais voulu juste rajouter un petit point sur la question précédente. C'est que là, on parle de ce qui se passe au niveau individuel, au niveau de la société en entier. Mais surtout, je pense que l'importance de poser ce genre de questions vient au regard des applications industrielles potentielles et économiques. Et que si on ne se pose pas la question, nous, en amont, l'industrie va s'en emparer assez rapidement. Et on va se retrouver dans une situation qui est assez semblable à ce qui se passe avec les moniteurs d'activité physique ou ce genre de choses, où on a déjà des pays pour lesquels on a des avantages, des réductions sur ces cotisations d'assurance si on accepte volontairement de partager ces données d'activité physique. Et le jour où l'industrie réalisera qu'il est facile de faire des petits tests de prédiction de survenue de la mort, on sera assez triste de ne pas avoir réfléchi dessus en amont. On va prendre, ça sera, excusez-moi, mais la dernière question, puisqu'on a ensuite, ou alors les deux dernières questions, puis ensuite on aura à passer à l'autre séquence. Oui, ce que je voulais dire, c'est clair qu'on a très très peu d'informations sur la façon dont on approche la mort, et qu'en absence d'informations, les gériatres ont toujours imaginé finalement deux modèles. Un premier modèle qui serait un déclin très très lent de tous les paramètres qu'on pourrait mesurer et qui pourrait nous emmener éventuellement très loin avec une longue période de morbidité ou de multimorbidité. Mais en parallèle, les gériatres ont aussi imaginé un modèle où le déclin serait imperceptible et puis il y aurait un moment de bascule et effectivement cette bascule irait très très vite et on mourrait en quelques jours ou quelques semaines. En fait, là, on est dans ce modèle théorique qui est privilégié
par les gériatres, parce que c'est le modèle où on vit longtemps en parfaite santé, et puis brusquement la période de morbidité est complètement réduite, ressemble en fait à votre modèle où il y aurait 2 phases de vieillissement. Si j'ai bien compris, le premier vieillissement n'est que chronologique, mais on ne vieillit pas sur le plan physiologique. Et puis à un moment, on se met à vieillir sur le plan physiologique, mais extrêmement vite. Et si vous avez raison, on devrait trouver des marqueurs de cette chose-là. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai de dire qu'on ne sait rien sur la façon dont on approche sur la mort. Il y a au moins une étude qui est parue il y a quelques années dans le New England Journal of Medicine de Thomas Gill qui montrait qu'en fait, que ces 2 modèles représentent chacun à peu près de 15 à 20% des trajectoires au cours de la dernière année de vie. Il y a effectivement des gens qui connaissent ce déclin très, très progressif, et donc il n'y a pas 2 phases. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, restent en très, très bonne santé jusqu'à quelques jours de leur décès et morts soudainement. Mais si on les met tous ensemble, au maximum, ça représente 30 à 40% des décès. Les autres fins de vie se passent différemment. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'aimerais que vous précisiez votre modèle de vieillissement en 2 phases. Alors, je suis pas certain d'avoir saisi exactement comment vous attendiez que je le reprécise. Là, sur les organismes qu'on a jusqu'à maintenant, on n'a pas pu montrer sur l'ensemble de ces organismes que tous les individus passent par cette deuxième phase. Pour des raisons simplement techniques et expérimentales. On ne peut pas vérifier la perméabilité intestinale et d'autres critères tous les jours sur des souris. Donc, c'est pas faisable. Après, donc on a développé des modèles mathématiques dessus pour essayer de voir si ce que l'on observe est compatible avec le fait que tous les individus passent par ces 2 phases-là. Et ce qu'on montre, c'est qu'en tout cas, mathématiquement, tous nos individus devraient effectivement passer par ces 2 phases. Je ne pense pas que ce soit incompatible avec ce que vous décriviez à l'instant, dans la mesure où, comme je l'ai dit auparavant, les individus dans cette phase 2 ont une mortalité qui suit une loi exponentielle, ce qui indique que de part et d'autre du temps médian de survie des individus dans cette phase, on a en fait des individus qui vont sembler mourir très très lentement et une autre partie qui va mourir très très rapidement. Donc il suffirait juste de vérifier de manière plus exhaustive ce qui se passe chez l'humain pour pouvoir discriminer entre ces différentes hypothèses. Est-ce que j'ai répondu ? Mon propos, en fait, va un peu compléter ce que vous veniez de dire. Je suis psychologue et ce que j'entends, en fait, là, c'est plus la question de la prédiction du vieillissement que la prédiction de la mort en tant que telle. C'est-à-dire que ce qu'on peut entendre, effectivement, chez nos patients, c'est les conditions, en fait, de leur vieillissement. C'est la notion de perte de soi, en fait, qui peut être compliquée. Et du coup, ça nuance un peu ce qu'on peut dire de la connaissance, en fait, de notre propre mortalité. C'est qu'on perçoit bien qu'il y a une période où on est non seulement on connaît, en fait, en termes de conscience, le fait qu'on est mortel, mais il y a un moment donné où on va le vivre et où on va le sentir. Et dans cette période, pour le coup, de vécu du vieillissement et de vécu de la maladie, on perçoit là, pour le coup, que c'est quelque chose qu'il va falloir accompagner. Donc c'est bien ce que vous dites, en fait, dans cette deuxième phase qui, là, nous intéresse et moi me passionne en tant que psychologue, c'est que du coup, c'est ça qui est difficile, qui questionne, qui est compliqué, qui doit être accompagné. C'est cette phase de perte de soi, de perte de capacité ou de changement, en tout cas, de capacité. Alors, est-ce que ça dure 7 ans et demi, pour le coup, pour tous ? Est-ce qu'on peut le prédire ? Est-ce qu'on peut prédire ces conditions du vieillissement et ce à quoi chacun veut échapper ? C'est ça qu'on entend. C'est pas tant échapper à la mort qu'échapper au vieillissement et à la perte de soi. Alors, je voudrais repréciser que les 7 ans et demi, c'était une extrapolation linéaire faite à la main. Quand on est bleu. Mais effectivement, c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté avec Marie sur le... Je viens de perdre le fil de ma pensée, en fait. C'est assez dramatique. C'est
Oui, le fait de prendre conscience d'être dans une phase particulière. Et effectivement, dans l'article qu'on a écrit ensemble, on a beaucoup parlé des travaux de recherche récents sur la comparaison entre soins palliatifs et approches purement curatives dans le cas de cancer. Et on voit que passer vers du palliatif va améliorer la durée de vie des patients, leur état de santé physique et comment ils se sentent, et aussi l'acceptation de la mort à venir par la famille, parce qu'on pose tout simplement un nom et on qualifie l'état dans lequel est la personne, plutôt que de constamment rester finalement dans l'inconnu, alors que ce soit parce qu'on est en train de se rapprocher de la mort mais qu'on ne le sait pas vraiment, ou parce que dans le cas d'un cancer, on va nous promettre que la prochaine tentative aura de meilleurs effets. Et voilà. Donc ouais, non, il y a des... Moi, voilà, on va avoir les présentations flash, donc je vais le dire flash très vite. Je ne suis pas sûre de bien comprendre, ou alors je ne suis pas tout à fait d'accord en fait avec le fait de rabattre la question du rapport à une mort prédictible et une conception de la mort en arrière-plan qui devient un processus plutôt qu'un temps déterminé sur la ligne du temps, donc de rabattre cette question et celle du vieillissement comme si c'était une seule et même question. Mais bon, on pourra en discuter à la pause parce que voilà, moi je suis convaincue que c'est pas la même question.